Non, donc je confirme bien que cette recherche est véritablement, et ce n'est pas une figure de style, le travail de toute une équipe, et que les recherches sur la colline de Chèvremont sont le fruit d'un partenariat d'égal à égal entre la UAP et l'Université de Liège. Le site de Chèvremont prend la forme d'un imposant promontoire en éperon qui domine la confluence de la Vesdre et de l'Ourthe avec la vallée Moselle, à portée de vue de l'agglomération liégeoise. Le potentiel défensif du lieu est évident, tout comme sa situation stratégique au croisement de voies terrestres importantes, l'une traversant le Condro depuis Dinan, vers Aix puis Cologne, l'autre reliant Tongres à Trèves, en passant par Liège, bien sûr. La première mention du site est issue d'un diplôme édicté à Herstal, Sophie, bonjour, en 779 par Charlemagne quand même. Ce diplôme confirme les donations octroyées à l'église Sainte-Marie de Chèvremont par son bisaïeul Pépin II, décédé en 714, et qualifie le lieu de Novo Castello, ce qui suggère fortement que la colline est alors fortifiée d'une manière ou d'une autre. Précisons qu'aucune source en lien direct avec la fondation du site n'est conservée. Il faut attendre la Genealogia d'Agoberti, rédigée au tournant des 9e et 10e siècles, pour attribuer cette fondation au même Pépin II, qui, toujours selon ce texte, y serait enterré. La tradition qui voit Chèvremont comme lieu de résidence de ses parents, la future Sainte-Bègue et Anzé-Gise, mère du palais, est issue, enfin, elle est plausible, mais elle repose sur des sources narratives du Moyen-Âge central. Quoi qu'il en soit, l'émergence de Chèvremont apparaît indissociable de celle des domaines voisins de Jupy, Liège, Herstal, qui jalonnent un espace mosan au cœur de l'accession au pouvoir du lignage pipinide. Le palais de Herstal est une des résidences privilégiées de Charlemagne durant la première partie de son règne, tandis qu'au même moment, la localité de Liège émerge comme siège épiscopal du diocèse de Tongres-Maastricht. Un corpus solide de textes témoigne, par-delà les motivations politiques qui les ont vus naître, de l'occupation du site durant le premier Moyen-Âge. Pendant cette période, Chèvremont n'est pas qualifié spécifiquement de palatium et ne participe pas de manière régulière aux itinéraires de la cour carolingienne puis ottonienne. En revanche, les textes s'accordent pour conférer à l'abbaye fortifiée un rôle politique de premier plan. Les annales franques y placent en 741 l'emprisonnement de Griffon, fils de Charmartel. Le traité de Mersem, en 870, cite le Castellum de Chèvremont dans la liste des abbayes de rang royal. Et à la fin du IXe siècle, la forteresse sert de refuge aux moines de Stavelot durant une incursion normande, probablement en 884-85. Au Xe siècle, la place forte joue un rôle important dans les conflits qui égrènent la désintégration de la Lotharingie. Chèvremont subit au moins 4 sièges entre 922 et 987, le dernier en date mené par l'évêque Nodje de Liège et l'armée impériale de Théophano scelle le démantèlement définitif de la forteresse. Notons que dès 972, un diplôme d'Othon Ier avait donné l'abbaye ainsi que toutes ses dépendances à l'église d'Aix-la-Chapelle. Après 987, le site de Chèvremont quitte la sphère des sources produites dans les sorcelleries carolingiennes puis ottoniennes. Le site est apparemment déserté et ne connaît pas de réoccupation réellement tangible avant la construction d'une chapelle par les jésuites anglais à la fin du XVIIe siècle. Les vestiges du château carolingien restent cependant présents dans la mémoire des érudits, tout comme dans le paysage local, comme en témoigne la trame parcellaire qui, vous allez voir bientôt, épouse le tracé des fortifications, ou encore la toponymie du lieu qui répond au nom de derrière les murs. L'archéologie participe elle aussi très vite à la construction mémorielle du lieu. La colline connaît une première campagne de fouilles dès 1852, année même de la fondation de l'Institut archéologique liégeois. Fait remarquable pour l'époque, les maçonneries et les tombes découvertes aux alentours de la chapelle des Jésuites sont relevées en plan et leur niveau d'implantation coté en bonne et due forme. À la fin du XIXe siècle, une imposante basilique et un couvent sont édifiés au sommet de la colline, à l'initiative de l'évêché liégeois, mais des pères carmes. Malgré l'attention portée à Chèvremont une quinzaine d'années auparavant, l'Institut archéologique liégeois ne pipe mot
reste totalement muet durant les travaux de construction qui pourtant bouleversent totalement le relief du terrain. Ce n'est qu'en 1943 que Jacques Breuer, professeur à Liège à l'époque, fait dresser un premier relevé de l'enceinte par un architecte. Cette enceinte est longue de 850 mètres et enserre un espace d'environ 4 hectares. Le chercheur piste en continu la courtine sur le flanc nord et la pointe occidentale de la colline et repère une douzaine de tours qui assurent son flanquement. Le Service national des fouilles retourne sur le site entre 1965 et 1967. Jacques Papleux y mène 3 campagnes d'été successives sous la direction de Joseph Mertens. Les fouilles sont menées par tranchées et se cantonnent à la pointe nord-ouest de l'espace fortifié. Ces recherches ont levé le voile sur un vaste complexe architectural, assez bien conservé en sous-sol et associé à de nombreuses sépultures. Malgré une documentation de fouilles relativement complète, conservée chez nous à la UAP, Joseph Mertens ne publiera jamais ses recherches, se limitant à un signalement sommaire de son intervention, accompagné d'un plan des vestiges, lui-même très général et largement restitué. L'archéologue souligne la complexité du site, qui montre plusieurs niveaux d'incendie et au moins 3 phases d'occupation significatives. L'hypothèse d'une église abbatiale, jouxtée d'un cloître au nord, est prudemment avancée par Joseph Mertens. Par contre, le système de fossés qui barre le plateau au cœur de l'espace fortifié est lui aussi largement extrapolé et se devait, vous verrez, d'être vérifié par une fouille en règle. La colline de Chèvremont est classée au titre de site depuis 1976. Aujourd'hui, pourtant, la vente du terrain à une société immobilière nous impose la mise en œuvre de fouilles préventives aux abords de la basilique. Notre intervention a débuté dès juillet 2023, avec bien sûr comme objectif préliminaire de poser un diagnostic sur le sommet de la colline afin d'orienter les recherches extensives dans le cadre des travaux d'aménagement. Sur le flanc nord, sur le versant nord du promontoire, des sections ciblées de l'enceinte ont été dégagées. Ces fenêtres d'observation permettent de distinguer 2 phases de construction majeures de l'ouvrage. La première consiste en une courtine d'environ 1,80 m de section, maçonnée à l'aide d'un mortier beige assez friable. L'ouvrage est parmenté à l'aide de blocs de gabarits variés, grossièrement ébauchés, agencés en assises irrégulières, fréquemment interrompues. Cette première enceinte connaît une campagne de réfection majeure qui voit le chemisage externe de cette courtine sur une épaisseur oscillant entre 1,20 m et 1,45 m. La maçonnerie mise en œuvre à cette occasion utilise un mortier de pose blanchâtre, très riche en chaux. Son parement est réalisé avec des blocs de grès mieux équarris et présente des portions non négligeables agencées en opus spicatum. D'après nos observations de terrain, il semble bien que ce renforcement, ce réarmement de la fortification s'opère sur une large part du flanc nord de l'enceinte et est réalisé dans le même geste, concomitamment, à la mise en place des 4 premières tours qui assurent son flanquement. Les murs de ces tours, y compris leur refend interne, présentent à des niveaux variables des négatifs de poutre d'une trentaine de centimètres d'épaisseur, de section, des négatifs qui sont noyés dans la maçonnerie. Il s'agit là d'un réseau d'armatures faisant partie intégrante de l'ouvrage et qui vise à renforcer sa stabilité ou encore à accélérer sa mise en œuvre en limitant le temps d'attente avant le séchage du mortier de pose et la poursuite de l'élévation des murs. L'indigence du mobilier récolté en stratigraphie dans ces secteurs ne permet pas de dater les phases de construction de l'enceinte. En revanche, le chemisage de la courtine recouvre la fosse d'inhumation d'un jeune enfant dont l'âge au décès peut être estimé entre 3 et 6 ans. On l'a appelé sur terrain le petit Nicolas. L'analyse radiocarbone de son squelette livre, après calibration, un intervalle de datation compris entre les années 770 et 890. Cette sépulture nous livre donc un premier jalon temporel qui, bien que large, étaye de manière objective la chronologie de l'enceinte. La première courtine est certainement érigée avant la fin du IXe siècle.
tandis que son chemisage externe, concomitant à l'installation des tours, est nécessairement postérieur au deuxième tiers du 8e siècle. Dans le jardin à l'arrière du couvent des Carmes, au sommet du plateau, nous avons pu dégager une portion de l'enceinte qui barre le promontoire et commande l'accès vers le plateau d'Herve. L'ouvrage y est large de plus de 2 mètres et préservé sous le tapis végétal actuel. À cet endroit, le mode de construction de la courtine et son implantation stratigraphique montrent clairement qu'elle est érigée en soutènement sur près de 3 mètres de hauteur. Sa face interne est grossièrement maçonnée, établie contre la roche entaillée et contre un terre-plein terrassé complémentaire. Le parement extérieur, lui, est appareillé en assises irrégulières et jalonné de trous de boulins. Les matériaux de construction sont essentiellement gréseux, locaux, mais comportent également quelques blocs de calcaire, également locaux, mais un tout petit peu plus distants en termes de gîte d'extraction. Également des nodules de silex assez nombreux et des fragments de travertin plus ponctuels. Le mortier de pose est beige et truffé de galets de petite dimension. Un imposant massif prend appui contre ce parement à l'extérieur du rempart. Il forme un angle obtus par rapport à la courtine. Sa morphologie générale reste à déterminer, car il est visiblement recoupé sur son extrémité à une époque encore à déterminer. Sa technique de mise en œuvre est différente de la courtine, avec un mortier de pose blanchâtre très riche en chaux. Ce massif pourrait être l'amorce d'un dispositif avancé sécurisant l'entrée à la place forte, ou encore traduire une reconfiguration plus générale du plateau fortifié, de l'emprise de la courtine dans ce secteur. Toujours dans ce secteur, on a trouvé au moins 6 sépultures qui prennent place au pied du rempart. Ces inhumations ne comportent aucun mobilier d'accompagnement. L'aménagement des tombes est assez sommaire, avec quelques pierres de calage sur le pourtour de la fosse sépulcrale. Les défunts sont, comme d'habitude, j'ai envie de dire, déposés en décubitus dorsal, tête à l'ouest, les bras fléchis vers le bassin, souvent. La datation des tombes indique une utilisation possible de ce champ funéraire entre la fin du 7e et le 9e siècle. Notons que 3 de ces tombes, et c'est important, recreusent la tranchée d'édification du premier rempart, ce qui fournit un terminus antequem à la fin du 9e siècle pour l'édification de la première courtine. Le profil biologique de la population inhumée ne semble pas exclusif, avec des individus de sexe et d'âge différenciés, y compris des très jeunes enfants. L'étude archéothanatologique atteste généralement la décomposition des squelettes en espace vide, de même que l'existence de contenants en bois, peut-être des cercueils non cloués. Les adultes partagent tous un état bucco-dentaire dégradé, marqué par une usure et un tartre important, ainsi que la présence d'abcès. Sur le reste de l'enceinte, nos investigations sont plus légères. Elles visent essentiellement à corriger et compléter, quand c'est possible, les plans dressés dans les années 40 par des prospections ciblées dans la forêt et des relevés topographiques. Je vous montre ici un exemple. Il s'agit de la tour 8 du plan de Breuer, dont l'implantation a pu être géoréférencée à l'aide d'un relevé lidar de détail effectué cette année par l'Université de Liège. Sur le plateau fortifié, nos recherches ont bénéficié de prospections par radar sol réalisées dès octobre 2022 par Christian Kammerlink. Les résultats ont confirmé, de manière un peu magique, l'ampleur du complexe architectural restitué par Joseph Mertens et permis de compléter ou révéler le tracé de certaines autres structures. On pourrait, j'ai passé beaucoup de temps à jouer au jeu des 7 erreurs entre le plan Mertens et l'imagerie radar sol. Par exemple, au niveau des hypothétiques abbatiales et cloîtres du plan de Mertens, où les prospections révèlent, en tout cas en plan de masse, des murs de refend intérieurs complémentaires. À la lumière de ces investigations, l'interprétation des vestiges mériterait tout simplement d'être remise en question dans le cadre de recherches plus avancées sur le terrain. N'est-ce pas clair? Oui. Nos observations démentent en tout cas, et déjà, formellement l'existence d'un système fossoyé barrant le cœur de l'espace fortifié,
tel que proposé au sortir des fouilles des années 70. Il nous semble que Joseph Mertens ait largement échafaudé cette hypothèse à partir d'une seule coupe, et pour le reste, se soit peut-être laissé induire en erreur par la présence d'une faille géologique très visible, très marquante à cet endroit du terrain, en bas à droite sur votre écran. Les sondages diagnostiques, nos sondages diagnostiques, se sont globalement concentrés aux abords même de la basilique des Carmes, en dialogue avec le futur projet d'aménagement du site. Ces fenêtres d'observation livrent un premier constat sans appel en termes de conservation des vestiges. Au sommet de la colline, les bâtisseurs du XIXe siècle ont drastiquement remodelé le profil de terrain, probablement afin de mettre en scène la basilique dans le paysage. Les niveaux d'occupation anciens ont été arasés et la tête de roche à fleurs, sous un remblai humifère moderne. Ici, c'est le remblai noir avec un pendage à contre-pente qui a servi, après arasement du terrain, à remodeler le terrain. Sur le flanc nord de l'espace fortifié, les prospections radar sol avaient signalé la présence d'anomalies en sous-sol. Celle-ci suggérait, la nature n'aimant pas les angles droits, la présence d'un bâtiment, partiellement recouvert par la terrasse des constructions annexes à la basilique des Carmes. La fouille a bien révélé les fondations d'un grand édifice de plus de 27 mètres de longueur et appréhendé sur 14 mètres de largeur, où prend naissance un mur de refend intérieur. Les maçonneries sont de belle facture, avec des structures d'environ 90 cm de large, mises en œuvre à l'aide de blocs de grès, pas mal équarris, liés par mortier de chaux, riche en chaux, justement, et disposés par endroits, de nouveau, en opus spicatum. Encore une fois, la zone a subi un arasement important au XIXe siècle, qui a éliminé toutes les surfaces d'occupation. Dans le bas de la pente, les murs du bâtiment ne sont conservés que sur 2-3 assises de fondation, littéralement ancrées dans la tête de roche. Plus haut dans la pente, sous la terrasse des constructions de la basilique, annexe à la basilique, le parement intérieur des murs est plus soigné et délimite un espace excavé, probable vide sanitaire ou technique associé au fonctionnement du bâtiment. La fouille exhaustive de cette structure, prévue en 2025, nous permettra peut-être de préciser sa fonction. En revanche, nous avons pu réaliser 3 datations C14 radiocarbone sur des charbons de bois pris dans le mortier de pose des maçonneries. Une d'entre elles provient manifestement d'un échantillon résiduel, mais 2 autres offrent des intervalles de calibration très similaires qui placent la construction de l'ouvrage entre les années 680 et 880, avec un degré de probabilité plus important avant le milieu du IXe siècle. En contrebas du parvis de la basilique, un autre secteur, nous avons dégagé les vestiges d'un vaste ensemble architectural qui se développe sur une distance de plus de 45 mètres dans l'axe nord-sud et se décline en l'état des décapages en plus d'une dizaine de pièces distinctes. Cet ensemble architectural est partiellement effacé par l'arasement du site, toujours, mais semble appréhendé par la fouille dans ses limites nord et ouest. Il se prolonge peut-être vers le sud et très certainement vers l'est, sous le talus qui soutient le parvis de la basilique actuelle, futur parking dans les projets d'aménagement et donc zone d'intérêt préventive. Le plan général qui se dévoile paraît assez élaboré, globalement organisé autour d'un espace central sans mur de refend, jouxté de pièces oblongues ou de batteries de plus petites pièces en enfilade. La fouille extensive sous le parvis de la basilique est prévue en 2025 et permettra certainement d'en livrer un plan d'interprétation plus complet et de proposer des comparaisons avec des sites de référence que vous avez tous en tête, peut-être. Alors, sous le niveau d'arasement du XIXe siècle, c'est le truc que j'ai le plus dit à cette conférence, les fondations sont préservées de ce complexe sont préservées sur une profondeur d'à peine 15 à 40 cm. Les murs épousent la pente naturelle du terrain, avec un dénivelé de plus de 2 mètres sur l'emprise bâtie. Pour ce faire, les tranchées de fondation sont elles-mêmes établies en pente et connaissent sporadiquement des décrochements de niveau en palier, des sauts d'assises, pour compenser le dénivelé du terrain. Les maçonneries ont largement été spoliées et prennent souvent la forme d'une simple tranchée de récupération.
quasi vierge de charge anthropique d'ailleurs. Des portions d'ouvrage sont toutefois conservées par endroits. Il s'agit de fondations d'1 mètre de large, parmentées de manière rudimentaire à l'aide de plaques de grès. Le fourrage intérieur des maçonneries est disposé en assises de petits appareils. L'ensemble est exclusivement lié au limon, pas de mortier de chaux, sur les 2-3 assises de base. À un seul endroit, une assise supérieure à la 3e assise de base montre des traces d'un mortier de pose à la chaux de teinte beige. Malheureusement, aucun assemblage mobilier n'est associé à l'occupation de cet ensemble architectural, ce qui nous empêche d'appréhender la chronologie de sa phase d'utilisation. De manière générale, pour le site, pour l'ensemble du site, à l'échelle du site, le mobilier archéologique est peu abondant. Les lots céramiques sont épars, souvent sans assemblage datant ou encore en position résiduelle, souvent dans des contextes 19e d'ailleurs. L'étude du matériel récolté est à peine ébauchée, mais autorise quelques constats préliminaires. Tout d'abord, le corpus rend compte d'une fréquentation du site assidue, au néolithique et durant la protohistoire. Mais en revanche, et c'est important, le corpus mobilier ne livre aucun écho significatif d'une occupation durant l'Antiquité. Le mobilier médiéval, lui, reflète des types de production qui ne sont pas antérieurs aux phases tardives de l'époque mérovingienne. Le démantèlement de l'abbaye fortifiée et la ruine de son infrastructure monumentale ne signifient pas pour autant l'abandon de la colline. Au sortir de ses fouilles, Joseph Mertens signalait déjà, il écrivait, qu'à l'aune du corpus céramique récolté, Chèvremont n'était pas complètement abandonné après la chute de la forteresse en 987. Les sondages implantés au pied du parvis de la basilique ont livré une kyrielle d'empreintes de poteaux, de fosses à rejet détritiques ou encore de silos enterrés qui s'implantent alors que l'ensemble architectural que je viens de décrire est déjà abandonné, et ce dans le courant du Xe siècle au plus tard. Les assemblages céramiques associés à ces traces en creux contiennent des productions de la première période des ateliers d'Andenne, ce qui signifie que cette occupation sur structure fossoyée perdure jusqu'à une période comprise entre le milieu du XIe siècle et le 3e quart du XIIe siècle. Alors que le chanoine Anselme de Liège rend compte, au milieu du XIe siècle, dans ses Gesta Episcoporum, de l'état de ruine de Chèvremont, il relate certes un pan de réalité, mais il construit surtout l'image d'un évêque nodgé, punisseur, envers les ennemis de l'empereur. Ce faisant, l'auteur façonne pour longtemps notre imaginaire de la colline, et passe sous silence que, alors qu'il travaille dans son scriptorium, des personnes vivent encore sur la colline de Chèvremont et y laissent des traces significatives. Un des enjeux de la campagne prévue en 2025 sera de fouiller, bien sûr, de manière extensive, les secteurs touchés par le chantier de réaménagement de la basilique et du couvent. Il s'agira de préciser la chronologie du site, et particulièrement sa première phase d'occupation. L'enjeu étant de savoir si le site est occupé avant Pépin II, en fait, pour faire très simple. Et bien aussi de distinguer la matérialité différente de ces différentes phases d'occupation. Enfin, au sortir de ces opérations préventives, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une publication des résultats à l'aune d'une relecture des fouilles de nos prédécesseurs. Je vous remercie pour votre attention.